La Réserve fédérale du mercredi 18 décembre, la dernière décision de politique monétaire de l'année de la toute-puissante Réserve fédérale des États-Unis. Cet événement monétaire va-t-il autoriser, permettre, déclencher ou au contraire briser dans l'œuf le très attendu rallye de Noël? Chers amis, je suis ravi de retrouver une nouvelle édition du Top Gun lundi 16 décembre 2024. J'imagine que vous avez la tête aux fêtes de fin d'année, qui reçoit pas, à qui fait-on des cadeaux, à qui ne fait-on pas des cadeaux. Certains pensent déjà au nouvel an, mais nous ici, qui nous intéressons au marché boursier, au marché action, au marché obligataire, au marché d'échange, au marché des matières premières, au marché des crypto-monnaies, bref, à toutes les classes d'actifs, nous n'avons en tête ni le 24 décembre, ni le 31 décembre. Mais plus proche de nous, nous avons en tête le mercredi 18 décembre 2024. Et oui, chers amis, ça y est, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est rapide? J'ai l'impression que nous sommes déjà encore en janvier, à envisager, rappelez-vous, dans les émissions Top Gun, qui j'espère vous plaisent toujours autant. Si c'est le cas, le petit commentaire que Swiss Cotely, moi ça m'aide. Puis si c'est pas le cas, l'expression est libre. Bon. Et rappelez-vous, c'était génial en début d'année. Quasiment chaque Top Gun du lundi posait la question du pivot de la Fed. Et puis certains n'y croyaient absolument pas. Mais non, il rêve ce Vincent Gagne, il n'y aura pas de pivot, c'est n'importe quoi. Deuxième vague d'inflation, troisième guerre mondiale. Vous savez, les éternels pessimistes qui font leur beurre sur la fin du monde. Bon, mais ils ont eu tort, ils sont plantés. Car oui, cette année 2024 a vu les banques centrales occidentales pivoter, c'est-à-dire interrompre une campagne de resserrement monétaire initiée au début de l'année 2022 pour tordre le cou à l'inflation, jugée à l'époque transitoire par ces messieurs-dames des banques centrales, ils se sont encore plantés. Oui, il n'y a pas que moi qui me trompe, eux aussi d'ailleurs, ils disent beaucoup de bêtises. Rappelez-vous, fin 2021, la BCE, la Fed, l'inflation, c'est passager, il n'y a pas de souci, et finalement on relève les taux en mode urgence, ils ont créé le bear market de 2022 d'ailleurs. Bon. Mais donc, effectivement, cette année a vu le pivot des banques centrales occidentales. D'ailleurs, la Banque centrale européenne a pivoté avant la Fed. Pour la petite histoire, donc, mais j'imagine que je ne vous apprends rien, la Réserve fédérale des États-Unis a pivoté en septembre dernier, le mercredi 18 septembre, avec un jumbo Fed cut, 50 points de base d'un coup, 0,50 points de pourcentage, passé de 5,50 à 5, et puis le 7 novembre, je m'en souviens, car c'est l'anniversaire de votre serviteur, moins 25 points de base, 4,75, et donc là, pour ce mercredi 18 décembre, la Fed va-t-elle enregistrer une troisième baisse de taux consécutive? La Réserve fédérale des États-Unis va-t-elle baisser le taux d'intérêt de ses fonds fédéraux à nouveau de 25 points de base? Eh bien, je vais vous dire une chose, et alors bien sûr, la question est, suite à cette potentielle baisse de taux ou pas de 25 points de base, va-t-il y avoir le fameux rallye de Noël, donc dans cette période de saisonnalité, donc le dernier trimestre de l'année est favorable au marché action, c'est ce qu'on appelle le rallye de fin d'année. Cette année, alors qu'elle a été permis par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, mais la hausse avait déjà commencé avant. Le rallye de Noël, nous nous concentrons vraiment sur les toutes dernières séances de l'année. En général, les troisième et quatrième semaines du mois de décembre. Donc c'est intéressant de se dire que l'événement monétaire le plus important pour terminer l'année peut le déclencher ou au contraire. Ne simplement, sur la piste d'athlétisme, pas tirer le coup de feu. Si ça pleut, la poudre est mouillée, la balle part pas, l'athlète ne part pas. Et donc, le marché action ne bougera pas. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche complètement. Si la Fed baisse ses taux ou pas, de savoir si la Fed baisse ses taux ou pas ce mercredi 18 décembre. Tout simplement parce qu'elle va les baisser. Vous allez voir, je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, il y a 6 parties, donc on va prendre le temps. Je n'ai pas envie de me presser. Et pour les plus pressés d'entre vous, vous avez la barre de temps YouTube, vous savez, la timeline juste en bas de la vidéo, que j'ai pris le temps de chapitrer, ce qui vous permet d'aller là où ça vous intéresse. Je mets des petits titres à chaque fois, ce qui permet de voir un peu comment ça se passe. Parce que je sais que je peux parler lentement, prendre mon temps, faire des répétitions, voilà, mais on ne se refait pas. Et pourtant, j'essaye, vraiment, je lis tous les commentaires, j'essaye de m'améliorer sur certains sujets, je fais le maximum. Donc la Fed va-t-elle gâcher la fête?
Bon. Alors, j'ai envie de vous dire, la Fed va baisser ses taux cette semaine. C'est ma conviction. Bah, si elle ne les baisse pas, bah, ok, pas de problème. Mais moi, je pense qu'elle va les baisser. Mais en fait, le marché s'en fiche un peu. Le marché a toujours des mois d'avance. Parfois même une année, voire davantage. Dans ses stratégies, dans ses tendances. Pourquoi parfois beaucoup ne comprennent pas, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a une telle tendance en décalage avec les fondamentaux actuels? Parce que les marchés financiers price les fondamentaux anticipés. N'oubliez jamais ça. Jamais. You must keep in mind this fact. En fait, cette dernière décision de politique monétaire de l'année de la Fed, elle est importante. Pourquoi? Parce que la Fed de Jérôme Powell, d'ailleurs Jérôme Powell a été donc, il sera maintenu au moins la première année du mandat de Donald Trump. Donc de toute façon, Donald Trump n'avait pas vraiment le pouvoir. Alors il a fait quand même partir Gary Gensler de la SEC, de la SEC, mais Jérôme Powell va rester donc au bout de son mandat jusqu'au mois de février 2026. Et là, à partir de là, Donald Trump pourra nommer une autre personne à la tête de la Fed. Et comme il a tendance à nommer, là on voit tous ses proches à la tête de tout ce qu'il veut, bon, on verra. Mais ça c'est 2026, on va pas se projeter sur les Top Gun de 2026. On reste en 2025. Ce mercredi, on s'en fiche de la baisse de taux. Le marché va regarder quasiment exclusivement, vous savez ce que la Fed fait, une décision sur deux de politique monétaire. La mise à jour de ses projections macroéconomiques. Et oui, la Fed, ce mercredi, va mettre à jour pour 2025 son anticipation d'inflation. Et on sait que l'inflation est un peu en surchauffe ce dernier trimestre. Alors pour des effets de base d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo. Moi je ne m'inquiète pas. Moi je vous le dis, hein, la cible d'inflation de la Fed, là on s'en est approché cette année, elle est faite en 2025. Je peux même à peu près vous donner mon timing, milieu 2025, c'est plié. Juillet, août, septembre, grand max, on est à 2%. Vous allez voir, ça va pour une histoire d'effet de base. Bon, bref. Le marché va regarder la mise à jour des projections macro de la Fed en matière d'inflation, de croissance économique et d'emploi. J'ai du mal à lever le troisième doigt. Voilà. Et surtout, la Fed, et c'est ça qui est magique avec elle, c'est qu'elle donne aussi ses anticipations pour son propre taux d'intérêt. Et lorsqu'elle a fait cet exercice la dernière fois en septembre dernier, elle envisageait que son taux d'intérêt passe de 4,5 à 3,5 l'année prochaine. Donc 4 baisses de taux. Décidément, j'ai du mal à lever les doigts. 4 baisses de taux. Donc, nous verrons bien si elle le confirme ou pas. Et surtout, à travers la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, nous allons voir si la Fed garde confiance, ce qu'elle a tendance à exprimer. En tout cas, les membres du comité de politique monétaire de la Fed, car il n'y a pas que Jérôme Powell qui compte. Hein. Vous avez les patrons des réserves fédérales dites régionales. La réserve fédérale, c'est la banque centrale qui fédère des banques centrales régionales américaines. Le territoire en est quadrillé, une douzaine. La question est de savoir, est-ce que ces messieurs dames, et vous savez que la Réserve fédérale des États-Unis est le premier employeur des États-Unis en termes d'économistes. Eh bien oui, mais ils bossent ces gens-là. Eh oui, ils bossent. Bon, me direz-vous, ils font de la météo, hein, parce que la prévision macro, l'analyse technique est beaucoup plus précise que la prévision macro, soyons clairs. Bon. Mais tout de même, ces gens-là, je crois que la Fed, de mémoire, a une équipe de 300 économistes. C'est énorme. C'est gigantesque. Et tous ces gens-là, chaque jour, n'ont que en tête inflation, emploi, croissance. Bon. J'imagine même pas les cauchemars qu'ils font. Oh, ils se réveillent le matin, oh mince, le taux de chômage à 10%. Bon. Bref. Donc voilà. Alors, donc tout ça va être mis à jour cette semaine. La Fed doit, pour savoir si on a le rallye de Noël, c'est comme le sujet de la vidéo, la Fed doit passer un message de confiance. Ça va jouer là-dessus. Vous savez, un grand homme disait, j'ai oublié son nom, mais il vient du Japon, le premier instrument de politique monétaire, ce sont les mots. Le verbe, le blabla, voilà, mon blabla par exemple, même je ne suis pas à la Fed, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc la Fed va blablater. Si elle transmet un message de confiance, oui, l'inflation est en petite surchauffe, mais pas de souci, ça va repartir à la baisse en 2025. Oui, le chômage a monté un peu, mais pas de souci, ça va rester sous notre seuil d'alerte. Oui, nous allons peut-être marquer une pause en janvier, ne pas baisser les taux, il y a une réunion le 29 janvier 2025. Mais vous inquiétez pas, c'est provisoire, on va reprendre ensuite les baisses de taux. Bref, un message de confiance. Et là, il y aura le rallye de Noël. Alors, on ne va pas parler que du rallye de Noël. Première partie, je vous fais un bilan rapide de ce qu'a fait la Fed en 2024. Deuxième partie, la fête du 18 décembre, donc ce mercredi. Nous allons regarder en détail ce qui va compter. Troisième partie, faut-il s'inquiéter du rebond de l'inflation en fin d'année, en tout cas le fait qu'elle ait cessé de baisser cette fin 2024. S'agit-il d'un risque si la Fed marque une pause?
en 2025. Quatrième partie, la Fed en 2025, on commence à peu près à se projeter, notamment dans la relation avec le second mandat de Donald Trump. Qu'est-ce qui va se passer? La Fed, l'administration américaine, va-t-elle chercher à mettre la pression sur la politique monétaire? Va-t-elle chercher à décider de la politique monétaire? Le peut-elle ou pas? Bon, Donald Trump peut-il décider des taux d'intérêt ou pas? Vous allez voir tout ça, là on est dans le rapport de force. On est simplement au-delà de ce qu'établit la loi. On est dans le rapport d'influence, de pression. Et bien sûr, comme chaque lundi, une partie analyse technique avec la mise à jour de mon suivi sur l'indice S&P 500. C'est parti. Alors c'est parti les amis, la Fed du mercredi 18 décembre va-t-elle autoriser le traditionnel rallye de Noël, ou pour certains, l'attendu, le très attendu. Bon les amis, en même temps on est déjà tout en haut, quand j'enregistre cette vidéo on n'est pas loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rallye de Noël alors qu'on a déjà eu une année superbement haussière pour les actifs risqués en bourse? Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je viens de vous le donner à l'oral, donc on ne va pas y passer 30 ans. Si vous souhaitez le relire, et prendre le temps de relire ce qui est sous vos yeux, parce que parfois je vais un peu vite sur les slides, n'hésitez pas à faire pause, et puis donc à relire. Et donc, vous voyez donc ces 6 parties, si vous allez dans la barre de temps en bas là, eh bien je les ai, donc vous les retrouvez dans la timeline, ce qui vous permet d'aller directement à la partie qui vous intéresse, et ceci donc pour votre confort. Réserve fédérale, le bilan de l'année 2024, l'année du pivot, et oui aussi, de la réduction du bilan. Alors, avant de regarder ces illustrations, c'est donc cette année 2024 qui a vu le pivot des banques centrales occidentales, et notamment le pivot de la Fed, le mercredi 18 septembre dernier, avec un jumbo Fed cut, c'est-à-dire d'un coup 50 points de base, BPS pour point de base. Suivi d'une baisse de taux de 25 BPS, le mercredi 7 novembre. La Fed a donc pivoté cette année 2024, mettant un terme à une campagne de resserrement monétaire pour briser la dynamique haussière hors de contrôle de l'inflation. Et oui, donc, cette dynamique haussière de l'inflation en 2021 et 2022, le taux d'inflation US a quand même culminé à 9,1. Et donc, vous pouvez voir sur ce graphique l'impact positif de la politique monétaire restrictive de la Fed qui a permis au taux d'inflation de passer de 9,1 à 2,7 ici pour le CPI nominal. Alors notons que cette politique monétaire reste restrictive malgré tout. Alors j'insiste sur ce fait, vous avez ici donc en violet le taux d'intérêt des fonds fédéraux, donc vous voyez que la Fed historiquement alterne entre les resserrements monétaires, les politiques accommodantes, les resserrements monétaires, les politiques accommodantes, les taux zéro de la crise sanitaire, non c'était après, les taux zéro de la crise financière, le resserrement monétaire, les taux zéro de la crise sanitaire et la lutte contre l'inflation. Et donc la Fed a pivoté, elle a pivoté au même niveau qu'elle avait atteint ici en 2007, juste avant la crise financière. Cette année a donc vu la baisse, le pivot de la Fed, donc l'enclenchement d'une phase de baisse des taux d'intérêt. Et moi je pense que vous allez voir d'ici fin 2025, le taux de la Fed, fin 2025, milieu 2026, devrait revenir à ce niveau-là, plutôt 3,5 fin 2025, 2,5 milieu 2026. Quant au bilan de la Fed, il est en train d'effacer tous les gains qu'il a fait pendant la crise sanitaire à l'époque du quantitative easing, de l'open bar monétaire, de l'hélicoptère monnaie, etc. Mais la politique monétaire reste encore restrictive. L'année 2024 a donc vu aussi la réduction du bilan de la Fed. C'est aussi une année 2024 qui a vu la réduction du niveau général de liquidité, en grande partie parce que la Fed a réduit son bilan, mais pas que, mais de manière étonnante, mais en grande partie grâce aux bénéfices réalisés, notamment dans le secteur de la tech. Vous avez ici, vous voyez, historiquement, on avait une corrélation positive entre la liquidité en bleu envers le S&P 500, en orange le Bitcoin, et là, malgré une liquidité qui s'est mise à plat, n'a pas empêché le S&P 500 et le cours du Bitcoin de réaliser donc une superbe année haussière. Ce mercredi 18 décembre, la Fed dévoile donc sa dernière décision de politique monétaire de l'année et elle devrait, sauf mauvaise surprise, à nouveau baisser son taux directeur pour le ramener à 4,5. Enfin, dans la fourchette 4,25, 4,5. La résilience de l'inflation américaine au dernier trimestre 2024 permet d'avoir à la fois donc une baisse du taux nominal de la Fed et du taux d'intérêt réel. Voilà donc où nous en sommes. La Fed ce mercredi 18 décembre, qu'est-ce qui va compter? Au-delà de la baisse de taux très attendue,
ce qui va réellement compter, c'est la mise à jour des projections macroéconomiques. Cela va avoir un impact massif sur le marché action et le marché obligataire. C'est cette mise à jour qui va décider ou non du déclenchement, du rallye de Noël. La Réserve fédérale ce mercredi 18 décembre, c'est donc la mise à jour des projections macro qui va avoir un impact fort en bourse. Comme vous savez, donc toutes les 2 décisions de politique monétaire, la Fed met à jour ses projections macroéconomiques, donc qui se présentent sous la forme du tableau ici que vous avez à droite. C'est ce tableau qui va être mis à jour. Sauf mauvaise surprise, nous l'avons vu, la Fed devrait donc baisser son taux d'intérêt des fonds fédéraux pour la 3e fois consécutive ce mercredi 18 décembre. Les différents baromètres, les baromètres qui permettent de se projeter sur l'action immédiate de la Fed donnent en effet le feu vert, notamment l'outil CME Fed Watch Tool, ainsi que l'analyse technique du taux obligataire américain à 2 ans. En réalité, vous l'avez compris, c'est davantage le début d'année prochaine qui pose problème. La Fed devrait marquer une pause, car elle s'est alors approchée de certains de ses objectifs, mais elle est encore au-dessus, notamment en matière d'inflation sous-jacente. Alors déjà, pour commencer sur les baromètres qui permettent de se projeter sur l'action immédiate de la Fed, je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, effectivement, la Réserve fédérale dévoile donc sa décision de politique monétaire ici le mercredi 18 décembre. Elle va mettre à jour ses projections macro, ça va se présenter de cette façon-là. Ce tableau donc va être mis à jour. Lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool, pardonnez-moi, un peu de fatigue suite à une mauvaise intoxication alimentaire. Donc oui, alors, donc 96% de probabilité de voir la Fed baisser son taux d'intérêt dans la fourchette 4,25-4,50 le 18 décembre, mais après, pour le 29 janvier et les réunions qui suivent, le marché anticipe assez vite un statu quo, une pause. Alors, pour quelle raison ? Lorsque vous regardez, alors autre chose qui me semble aussi intéressant de vous montrer, c'est l'importance du taux obligataire américain à 2 ans, qui est considéré comme celui qui se rapproche le plus des anticipations du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Le taux actuel de la Fed est compris dans la fourchette entre 4,50 et 4,75. Donc ici, je vous affiche la partie haute de la fourchette. Ce 18 décembre, le taux devrait être amené dans la fourchette 4,25-4,50. Donc vous voyez ici 4,50. Et en réalité, donc, tant que le taux obligataire américain à 2 ans se maintient sous cette zone, sous ce niveau, et sous sa moyenne mobile à 200 jours, eh bien, il est effectivement probable que la Fed agisse ce mercredi 18 décembre. Par contre, pour la suite, la messe n'est effectivement pas dite. Lorsque vous reprenez les objectifs que s'était fixé la Fed pour cette fin d'année, elle s'était fixé un 2,3 en inflation sous-jacente, en inflation nominale, un 2,6 en inflation sous-jacente selon le corps PCE, et un taux de chômage qui ne dépasse pas 4,4% de la population active. Notez que le taux de chômage est actuellement à 4,20 quelque chose, puisque c'est arrondi, soit 4,23, 4,24%, il est remonté quand même proche de son plus haut. Lorsque vous regardez le nombre de chômeurs aux États-Unis, il est sur son record annuel à 7 145 000 chômeurs, et nous savons que la Fed ne tolère plus davantage de hausse du taux de chômage. Quant à l'inflation, eh bien, ça baisse. Alors, c'est mis en pause en cette fin d'année. En partie, vient un effet de base, je vais revenir dessus rapidement, mais la Fed ne s'en inquiète pas. Jusqu'à présent, les dernières communications nous disaient que cette mise à plat ici des chiffres de l'inflation était provisoire et que derrière la baisse reprendrait. Nous verrons bien. En tout cas, le PCE nominal est à 2,3, le corps PCE est à 2,8. Si vous reprenez les objectifs que s'était fixé la Fed, nous sommes à l'objectif pour l'inflation nominale, nous sommes un peu au-dessus de l'objectif pour l'inflation corps. Alors, normalement, donc, Jérôme Powell ne devrait pas gâcher la fête, bien sûr, façon de parler, l'ami Powell, ce 18 décembre, parce que le taux de chômage est proche du seuil d'alerte, parce que l'inflation nominale est à la cible, le corps PCE, lui, est au-dessus de la cible des 2,6. Là, ça peut être un souci. Si la Fed nous réservait une mauvaise surprise ce mercredi 18 décembre en n'agissant pas, cela serait dû à l'inflation sous-jacente. Alors justement, y a-t-il une difficulté avec ce rebond de l'inflation? À quoi est-ce dû? En tout cas, le fait qu'elle n'ait pas continué sa baisse en direction de la cible des 2%. Notez d'ailleurs au passage que la Fed n'a jamais, je dis bien la Fed n'a jamais envisagé que l'inflation revienne à sa cible cette année. Si vous prenez les objectifs qui avaient été proposés en septembre dernier, la Fed envisage un retour à sa cible en 2026, même pour 2025, vous voyez. Donc la Fed finalement n'est pas pressée, et malgré le fait qu'elle envisage un retour à sa cible
fin 2025-2026, elle accompagne ça de baisse de taux, car la politique monétaire, à son niveau actuel, reste restrictive. Si vous voulez, c'est le degré de restriction qui diminue, c'est pas la nature restrictive. La Fed pense que cela est suffisant. Nous verrons bien. Alors, justement, ce qui va vraiment compter ce 18 décembre, c'est ça. Ça va être la façon dont la Fed va mettre à jour ses projections macro. Le marché a besoin de voir, d'entendre, de sentir la confiance de la Fed. Si vous voulez que le marché action ne soit pas brisé dans son élan cette fin d'année, et qu'il termine bien l'année, il faut que la Fed donne un message de confiance. Un message de confiance, c'est quoi? Nous avons besoin que la Fed confirme qu'elle attend que sa cible soit faite entre 2025 et 2026. Nous avons besoin que la Fed confirme sa croissance économique anticipée, que le taux de chômage ne passe pas. Et surtout, nous avons besoin de voir une Fed qui confirme que la baisse des taux va se poursuivre. Et donc là, le Fed cut pass sera important. Donc, toutes les données de ce tableau vont être mises à jour fin mercredi. Et c'est vraiment ce qui va impacter. Ce sera plus important. Alors, la Fed ne devrait pas marquer une pause début 2025. Faut-il s'inquiéter de la résilience de l'inflation US au-delà du simple effet de base? Ça, j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois dessus. Là, je ne vais pas y passer 30 ans. Mais effectivement, je voulais montrer donc, la meilleure façon de se rendre compte du rebond de l'inflation, c'est le rebond de Trueflation, qui est à 3,07. Alors, 3,07, ça peut paraître effectivement beaucoup, mais Trueflation a une façon de mesurer l'inflation qui est une façon temps réel, très volatile, qui diffère du PCE, du CPI, mais tout de même, la tendance inquiète. Alors, nous ne sommes pas dans une phase comme ça d'explosion de l'inflation, nous sommes dans une phase de rebond de l'inflation, essentiellement liée à ses composantes les plus volatiles. Food and beverage, alimentation boisson, et transport, le prix de l'énergie. Nous sommes donc vraiment, si vous retirez finalement les composantes les plus volatiles, il n'y a pas un rebond de cette nature ici de l'inflation. Donc ça, c'est ce que mesure l'inflation nominale. La meilleure façon de se rendre compte en fait de cet effet de base qui est défavorable, vous prenez ici par exemple le prix du pétrole, vous voyez donc que mi-décembre, un taux d'inflation, c'est un delta annuel, on compare donc décembre à décembre. Mais si vous comparez décembre 2024 à décembre 2023, regardez, décembre 2023, on était au plus bas. Et donc forcément, là, alors que ces derniers mois, à chaque fois, il y avait un delta négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comparez décembre à décembre, novembre à novembre, et on était là essentiellement en 2023. Là, l'effet de base favorable a disparu, et de manière en fait plus globale. De manière plus globale, si vous prenez le CPI, eh bien, regardez donc, fin 2023, eh bien, le CPI avait été en baisse jusqu'à décembre 2023. Donc, ce rebond en fait de l'inflation nominale est essentiellement lié à cette base qui était défavorable. Donc voilà, il y a un effet de base défavorable. Donc c'est ça en fait qui joue. Alors la question de savoir, étant donné que en début d'année prochaine, regardez, l'effet de base défavorable va partir. Qu'en est-il? Il est bien sûr impératif à partir de janvier-février. Alors la chose aussi, n'oubliez pas, c'est qu'il y a toujours un décalage dans l'inflation. D'ailleurs, même l'outil de la Fed, Nocasting, nous dit que les chiffres de novembre-décembre ne sont pas bons. Mais la Fed nous dit que voilà, elle a confiance pour que l'inflation du premier semestre 2025 soit en baisse. Alors nous verrons bien, il y a intérêt parce que l'effet de base va disparaître et défavorable va disparaître et là il sera vraiment important, notamment que Trueflation retombe vite. Donc au stade actuel, la Fed ne s'inquiète pas de ce rebond de l'inflation de fin d'année, qu'elle attribue essentiellement à un effet de base. Et ça, c'est quelque chose, nous verrons ça donc en début d'année prochaine. Alors, bien sûr, la Fed en 2025, ça nous allons avoir l'occasion 1000 fois d'en reparler l'année prochaine. L'impact du début du second mandat de Donald Trump sur la politique monétaire de la Fed. J'ai un certain nombre de choses à vous dire sur ce sujet. Tout d'abord, Donald Trump ne peut pas remplacer Jérôme Powell avant février 2027. D'ailleurs, il ne le veut pas puisqu'il l'a confirmé. Vous avez remis à droite les différents patrons de la Fed depuis un siècle, et forcément, vous voyez que l'agenda est très différent des élections présidentielles. Alors parfois non, mais globalement, la politique monétaire est indépendante. Alors, oui, le président de la Fed est nommé par le président des États-Unis, mais le président des États-Unis n'a pas le pouvoir direct de le remplacer tant que son mandat n'est pas fini, sauf en cas de faute grave. Alors là, il n'y a pas de sujet dans le sens où Jérôme Powell a déjà travaillé avec Donald Trump, il le connaît, et Donald Trump a confirmé Jérôme Powell dans son mandat. Naturellement que Donald Trump, eu égard à la politique budgétaire qu'il veut mener, de baisse d'impôts,
par rapport à la guerre commerciale. Il cherche un dollar qui ne soit pas trop fort. C'est un businessman. Pour lui, des taux d'intérêt plus bas, ça soutient le business. Il est en faveur de taux d'intérêt plus bas, mais en même temps, il est contre l'inflation. Il a fait l'essentiel de sa campagne contre l'inflation. Bon. Bref. Effectivement, la première année du mandat, donc cette année 2025, va voir donc une cohabitation entre Donald Trump et Jérôme Powell. Cohabitation entre une politique budgétaire fiscale qui s'annonce tonitruante, et donc une politique monétaire qui, pour le moment, conserve ses mêmes objectifs. Ramener l'inflation à 2% et maintenir un taux de chômage bas et une croissance suffisante pour créer suffisamment d'emplois. Alors, malgré tout, Trump devrait mettre la pression pour une politique monétaire plus accommodante. Trump connaît Jérôme Powell. L'indépendance de la Fed est un principe fondamental pour que la politique monétaire ne soit pas influencée par des considérations politiques à court terme. La Fed décide de sa politique monétaire de manière complètement autonome. Jamais, dans le comité de politique monétaire de la Fed, on passe un coup de fil à la Maison-Blanche ou même au Congrès, Chambre des représentants, Sénat, pour décider la politique monétaire. Malgré tout, cette indépendance n'est pas totale. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde de communication, de pression, notamment au niveau politique, et cette pression politique s'exerce. Elle peut même s'exercer sur le président de la Fed. Donc même si Donald Trump ne peut pas changer le président de la Fed, ce qu'il ne fera pas. Alors, ce qu'il fera en février 2026. Donc, il y a 4 ans de mandat de Trump. La première année, c'est une cohabitation avec Jérôme Powell. Et ensuite, il se réserve le choix de changer ou pas pour les 3 prochaines années. Et là, ça va vraiment dépendre de la politique monétaire que Jérôme Powell va mener en 2025. Le président des États-Unis peut chercher à faire baisser la valeur des taux et du dollar US à travers une communication stratégique bien choisie, faire des déclarations publiques soulignant le désir de taux d'intérêt d'un dollar plus faible pour soutenir les exportations et la croissance économique en général. Il peut bien sûr, comme il a le pouvoir de confirmer ou de révoquer en février 2026, jouer sur ce pouvoir pour chercher à influencer la politique monétaire que va mener Jérôme Powell en 2026. L'arbitrage, bien sûr, la cohabitation entre cette politique budgétaire que l'on attend et la politique monétaire, l'impact de la guerre commerciale, et notamment l'impact de la guerre commerciale sur l'inflation, et tout ça est en débat. Voilà donc ce qui va énormément donc, agir. C'est là où, si vous voulez, la présidence de Donald Trump sera moins neutre que la présidence Biden sur la politique monétaire. Et donc ces deux hommes vont, même s'ils ne vont jamais se réunir ensemble pour décider de la politique monétaire, vont travailler ensemble. En tout cas, des pressions de ce monsieur vont s'exercer sur ce monsieur. C'est à peu près certain. Sachant que Donald Trump est toujours à la recherche d'un deal, il aime serrer les mains, trouver les bons compromis. Mais au fond, toujours pour servir ses objectifs. S&P 500, point d'analyse technique. Écoutez, donc je vous propose ça. Donc, comme chaque semaine, mes chers amis, où on est notre ami le S&P 500. Alors, le tour d'horizon habituel. Bon, RS en données mensuelles. Vous savez que moi j'anticipe la fin de ce bull market fin 2025, lorsque apparaîtra ce qui a toujours terminé les phases bullish, les divergences baissières mensuelles. Donc nous sommes en zone de surachat, mais il n'y a toujours pas l'amorce de divergence sur cet horizon de temps. En données hebdomadaires, RAS pour le moment, les amis, donc nous sommes toujours dans cette 5e vague qui est en construction. Donc c'est la dernière, Pour moi, elle se termine en 2025. Elle se termine en 2025. Je la vois culminer vers 6004, 6005, et là se terminer ce bull market qui a commencé en octobre 2022 à 3003, 3400 points. Alors, maintenant, pour l'immédiat, le court terme, et bien sûr, la fin du mois de décembre. Alors, bien sûr, tout ce que je dis maintenant, tout ce que vous allez écouter, tout ce que je dis là, ce début de semaine, va être sous l'influence directe de la décision de politique monétaire de la Fed ce mercredi 18 décembre. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet, et vous expliquant que la meilleure façon de gâcher la Fed, c'est soit bien sûr de ne pas baisser les taux, ça d'accord, c'est clair, mais c'est aussi peut-être de se montrer moins optimiste dans les perspectives d'inflation. C'est ce en quoi... C'est là où la mise à jour des projections macro de la Fed va énormément compter. Maintenant, en données journalières, je décompose donc ma vaccin, qui ici en hebdo, je la décompose toujours en 5 temps. Donc le premier et le deuxième temps sont à peu près nets. Nous sommes dans le troisième temps. La question de savoir est-ce que le troisième temps est terminé. Bon.
Est-ce que le troisième temps est terminé? Il le serait, oui, si on casse un support. On ferait donc d'abord une vague 4 pour terminer ensuite dans une cinquième vague. Et quand j'enregistre cette vidéo, le marché a-t-il cassé un support? La réponse est non. Je suis factuel, hein, pas de boule de cristal. On regarde les signaux techniques. Peut-être qu'on cassera un support et qu'on démarre à la vague 4. Mais tu veux bien que si on casse un support et qu'on démarre à la vague 4, ce serait une vague 4, donc, mais qui construit cette vague 5, que derrière ça repartirait. Dans l'immédiat, donc pour cette fin du mois de décembre, on a un premier support donc, qui est à 6000 points, le chiffre rond, toujours cette moyenne mobile ici à 50 jours. On peut noter que le marché s'est repris. Ici, vous avez eu l'impulsion qui a suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Ici, un retracement de 50% et c'est reparti. Donc la tendance haussière n'a pas été menacée. D'un point de vue de l'Ishimoku, la Tenkan et la Kijun sont en phase ascendante. Elle remonte en direction des cours. Il n'y a pas de divergence particulière. En données journalières, oui, le S&P 500, oui, il est topiche. Mais comme disait une analyste que j'ai vue la semaine dernière, elle me disait, vous savez, Vincent, ça fait 10 ans que chaque année on dit que le S&P 500 est topiche, et puis bon, parfois, et puis finalement il passe beaucoup plus de temps à monter qu'à baisser. Bon, c'est vrai, mais bon, au-delà de ces considérations, pour l'instant, il n'y a pas de support qui a été cassé. Est-ce que la Fed va avoir ce rôle? Nous le verrons bien. D'un point de vue du sentiment, le réservoir des acheteurs n'est pas totalement rempli, c'est même un peu vidé. D'un point de vue quantitatif, il n'y a pas d'excès sur le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Bon, on a des conditions techniques qui semblent pouvoir autoriser qu'on aille voir un peu plus haut d'ici les fêtes de fin d'année. Peut-être qu'au préalable, il y aura un retest des 6000 points de la MM50, nous verrons bien. Bon, par contre, casser ce combo, forcément là, le marché rentrerait dans une phase de consolidation un peu plus forte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous, encore une fois, de m'avoir écouté, de votre fidélité, de votre présence. Et pour vos likes, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.